Les communautés autochtones sont souvent vues comme des endroits de désolation, de pauvreté et de violence. Mais elles peuvent également être des lieux d'apprentissage, de création et de réussite. C'est ce que Manon Barbeau a voulu faire avec le Wapikoni Mobile. Des studios de production ambulants à la fine pointe de la technologie. Des studios qui vont à la rencontre de jeunes autochtones chez eux, dans leur communauté. Ici, les jeunes font des vidéos et réalisent des films, des projets qui peuvent servir de tremplin vers une carrière ou des études. Manon Barbeau connaît très bien le monde du cinéma. Elle est elle-même une cinéaste accomplie, avec des douzaines de productions de télévision et de documentaires à son actif. Un des films qui a marqué sa carrière, Les enfants de Refus Global. Manon est la fille de Marcel Barbeau, un des signataires du Refus Global, ce manifeste d'artistes québécois qui voulaient vivre et créer sans l'emprise de l'Église ni du gouvernement de Maurice Duplessis. Manon Barbeau, bonjour. Bonjour. Madame Barbeau, j'aimerais que vous nous ameniez dans l'univers Wapikoni, ce projet de studio mobile. Dites-nous dans un premier temps comment ça a vu le jour, ce projet-là. Bien, moi, je suis d'abord cinéaste et je préparais un film sur les rituels de passage de la jeune fille à la femme. J'étais donc allée chez les Apaches, déjà, où est-ce que c'était? C'était près de Santa Fe. Et cette recherche-là m'avait par la suite amenée à l'Estigouche, dans une communauté Micmac du Québec. Et j'y avais rencontré Marcel Boivin, le chef de Wemotaci, qui est une communauté atikamekw, qui m'avait invité dans sa communauté. Et on m'a présenté Wapikoni. Wapikoni, c'est d'abord une jeune fille. Jeune fille de 20 ans, donc ça veut dire fleur en atikamekw. Et pour des raisons extérieures là, sur lesquelles je ne m'étendrai pas, j'ai laissé tomber ce film sur les rituels de passage et j'ai plutôt commencé à travailler avec Wapikoni et une quinzaine d'autres jeunes atikamekw à l'élaboration et à l'écriture d'un long-métrage de fiction qui s'appelait La fin du mépris. Et il est arrivé un événement tragique. Wapikoni, donc 20 ans, qui était une jeune fille pleine de projets, une future chef. Sa voiture a été happée par un camion forestier et elle a perdu la vie à 20 ans. Et c'était absolument, évidemment, insupportable et inacceptable. Donc, on n'a pas pu continuer le scénario. Donc, plutôt que d'écrire un scénario, il n'y avait pas de maison des jeunes encore à l'époque. Donc, j'ai démarré une maison des jeunes, quelque part sur roue, donc un studio mobile, avec tout ce qu'il y avait dedans pour permettre aux jeunes de faire leurs films. Donc, on avait pris une vieille roulotte destinée à aller à la Floride, et puis on l'avait revampée. La douche était devenue un studio de son, la chambre, une salle de montage. Il y avait du matériel, et il y a toujours du matériel à la fine pointe de la technologie pour leur permettre de réaliser leurs propres films. Donc, depuis ce temps-là, maintenant, c'est notre 10e année. Et c'est plus la même vieille roulotte? Bien, on l'a toujours. Celle-là comme une relique, mais il y en a maintenant 4 qui vont dans différentes communautés. On est allé dans 25 communautés depuis le début. Donc, 3000 jeunes qui ont participé et qui ont réalisé leurs propres films. On est rendu à 700 films maintenant. Alors, vous arrivez dans une communauté avec votre roulotte, puis qu'est-ce qui arrive? Bien, on arrive dans une communauté, d'abord, il faut que le chef nous ait invités. Alors, à l'invitation du chef, on se gare au meilleur endroit, là où les jeunes se tiennent, et on va rester là 1 mois. En fait, 5 semaines, période de recrutement. Les jeunes arrivent avec leur idée, ce sur quoi ils veulent s'exprimer. Et là, il y a 2 cinéastes formateurs, plus un intervenant jeunesse, plus un coordonnateur de la communauté. Et pendant ces 4 semaines-là, les jeunes vont travailler à réaliser un film ou une musique ou un vidéoclip sur des sujets qui les intéressent et qui leur tiennent à cœur. Et à la fin de ce mois-là, parfois, on fait du camion de pompiers pour avertir la communauté qu'il y a une projection collective. Donc, la communauté est invitée, il y a un petit buffet en général, à venir voir les œuvres des jeunes pendant ces 5 semaines-là. En général, il y a une moyenne de 5 films qui se fait par communauté. Qu'est-ce que les jeunes ont envie de raconter? Il y a plusieurs thématiques. Au départ, les thématiques étaient beaucoup plus graves. Il était plus question de toxicomanie, il était plus question de suicide, il était plus question de détresse. Plus le temps passe, plus les thématiques deviennent légères. Au départ, il y avait une certaine méfiance de la part des aînés devant la caméra. Vouloir protéger leurs connaissances, ne pas être
abusés ou exploités. Mais avec le temps, et le rapport de confiance s'est installé. Et maintenant, ils profitent du fait que c'est souvent leur petit-fils ou leur neveu ou leur petite-fille qui filment. Donc, ils en profitent pour passer des connaissances et pour faire en sorte qu'ils ne partent pas avec ces connaissances-là, en fait, que perdure la culture. Alors, qu'est-ce que ça leur apporte, ces jeunes-là? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire maintenant qu'ils n'auraient pas pu faire avec le Wapikoni Mobile? Oui. Bien, dans un premier temps, évidemment, il faut dire que le but, c'est pas de former nécessairement des cinéastes. C'est un projet d'intervention puis de médiation pour aller vers les autres parce qu'on connaît trop peu les Premières Nations. Mais ce que ça leur apporte à eux, dans un premier temps, je pense que d'abord, ça leur donne une parole. Ça développe la confiance en eux qui est vraiment, vraiment, vraiment faible dans les communautés des Premières Nations. Il n'y a pas beaucoup de débouchés d'avenir. Souvent, il y a du décrochage de l'école très, très tôt. Donc, ils commencent quelque chose, ils vont à terme, ils le montrent devant leur communauté. Et que ça ait ou non des qualités cinématographiques, c'est une réalisation puis une parole, une parole qui vient d'eux. Donc, déjà ça génère la confiance. Et après ça, certains d'entre eux peuvent raccrocher à l'école, peuvent se trouver des emplois parce qu'ils ont repris confiance en eux et c'est des compétences transversales comme la ponctualité, travailler en groupe, l'égalité entre hommes et femmes, le respect, l'organisation. Ils peuvent aussi devenir cinéastes ou vidéastes ou même musiciens. Maintenant, ça se passe surtout au Québec, mais je pense que vous avez élargi vos horizons pour aller ailleurs, dans d'autres provinces canadiennes. Est-ce qu'il y a une différence entre ce que vivent les Autochtones du Québec et ceux et celles des autres provinces? Ceux du Québec sont spécialement isolés. Par exemple, quand on est allé au Manitoba, dans une communauté Obidjwan, il y a peut-être comme 7-8 ans, on est allé avec des Atikamekw et les Obidjwan ne connaissaient absolument pas l'existence des Atikamekw. On fait en sorte d'aller vers le Canada et de mettre ensemble les communautés pour qu'ils soient moins seuls, justement. Ça a été beaucoup plus long d'être dans le reste du Canada que ça a été long d'être en Amérique du Sud, par exemple. Oui, parce que vous allez également en Amérique du Sud. Depuis plusieurs années, on est au Pérou et en Bolivie d'abord, en partenariat avec Oxfam Québec. On est au Chili avec les Mapuches. On travaille avec des communautés autochtones et avec des partenaires locaux chaque fois. On est au Panama avec les Ambera puis les Kuna. Et là, on est en train de développer la Colombie et l'Équateur. Il y a beaucoup, beaucoup de similitudes dans les préoccupations des Premières Nations d'ici et les Premières Nations de là-bas. Beaucoup de valeurs partagées. Évidemment, des préoccupations pour le territoire, pour la présence des minières, pour la déforestation, mais aussi beaucoup d'importance donnée à la spiritualité, des valeurs culturelles qui sont semblables. Donc, beaucoup de liens faciles. Et maintenant, on les jumelle, ces communautés. Les chefs envoient des bonjours aux chefs de là-bas, Et puis, tout récemment, comme c'était notre 10e anniversaire, vient d'être créé le premier réseau international de création audiovisuelle autochtone pour faire en sorte que les communautés d'ici puissent créer avec les communautés de là-bas sur des problématiques, des intérêts ou des enjeux communs. Et quand nos Premières Nations vont là-bas, ça devient des modèles. Ils deviennent des modèles pour se battre ou militer pour leur cause. Et quand tu te bats, tu as moins envie de te détruire toi-même. Donc, c'est un encouragement à la vie puis au combat pour les choses auxquelles tu crois. Des histoires à succès? Bien, des histoires à succès, il y en a beaucoup. D'abord, il y a celle de Samian qui est peut-être la plus connue. Samian, c'est un jeune chanteur hip-hop. Quand on est allé à notre première escale à Picogan, en Abitibi, Samian attendait la roulotte depuis un bon moment. On est arrivé à l'Indian Time, on se l'est fait reprocher. Et il a enregistré son premier vidéoclip sur un texte qu'il avait composé. Après ça, il en a fait plusieurs autres. Et maintenant, on sait qu'il était son 3e album. Son 2e a remporté le prix du meilleur album hip-hop il y a 2 ans. Donc, Samian, c'est notre porte-parole et c'est la première histoire à grand succès parce que maintenant, il se promène à travers le monde. Devenu la cause de mes problèmes et la crise d'Oka. Rien à voir avec mon cas, mais je vais me battre jusqu'au bout pour défendre mon droit. Je suis la voix de mes ancêtres, être la voix de mon peuple. Une langue en voie d'extinction, je veux rebâtir la nation, car je représente ma nation, bref, ma génération. Mon peuple, mes ancêtres, y a pas 1000 façons d'être. Je suis ce que je suis, puis je suis fier de l'être. Et je suis le premier de ce monde à apprendre à me connaître. Jugé par nos paroles, j'ai pas choisi les paraboles. J'aime mieux dire les vraies choses qui fait de moi un porte-parole. On est présentement dans la salle des peuples autochtones au musée McCord de Montréal. Madame Lemay, vous êtes conservatrice ici de cette salle. Qu'est-ce qu'on trouve ici? Alors en fait, on trouve tout un assortiment de vêtements qui vont parler de la notion d'identité.
Donc une identité qui peut être personnelle, qui peut être culturelle, qui peut être politique, qui peut être spirituelle. Et vous avez des morceaux préférés, sans doute, dans cette exposition? C'est toujours une question qui est difficile. On en a toujours des préférés, oui, mais évidemment, je les aime tous. Mais oui, j'en ai quelques-uns qui sont mes préférés. Vous pouvez nous en parler un peu? Écoutez, il y en a un qui est en fait un sac qui est assez particulier. C'est un sac qui contenait les outils de couture d'une femme inuite. Mais ce qu'il a de particulier, ce sac, c'est qu'il est fait à partir de la peau de pattes d'oie cousu avec du tendon. Oh, bon. Ça doit en prendre beaucoup, ça. Ça en prend quelques-uns. Alors, il est assez intéressant par sa forme, par sa texture, évidemment. Alors, les gens regardent cet objet, puis souvent pensent que c'est de la peau de serpent. C'est vrai que c'est un petit peu cette apparence-là. C'est un objet qui a encore ses griffes. Ça donne un petit détail décoratif très intéressant. Mais c'est surtout, ça témoigne du talent des femmes inuites et d'aînées, puisque les femmes d'aînées aussi en faisaient, dans la fabrication de vêtements et d'accessoires vestimentaires. Puisqu'on présente des vêtements qui sont à la fois historiques, anciens, de la fin du 19e, mais aussi des vêtements contemporains, dont une couverture de 2012. Et on le fait parce qu'on veut montrer, on veut faire une espèce de dialogue, parce que ce sont encore des coutumes vivantes. Ils portent encore ce type de vêtements à des occasions spéciales, que ce soit des Pawawi pour certains régalias, mais aussi pour des graduations, des fêtes à l'intérieur de la communauté. Et on voit un peu cette continuité de ces formes avec des matériaux évidemment qui ont changé avec le temps, mais la forme elle-même est comme celle des pièces plus anciennes. Madame Barbeau, vous êtes la fille de Marcel Barbeau, l'artiste peintre, le signataire du manifeste du refus global. Est-ce que ça a été lourd à porter comme enfant, ça? L'enfance a peut-être été un peu particulière. Je ne peux pas dire que la signature du manifeste a été lourde à porter. C'est un héritage. C'est sûr que c'est une partie de ce qui m'a faite. On a eu la chance d'avoir des signataires, des artistes assez courageux qui voulaient la liberté autant dans leur art que dans leur vie à cette époque-là. Donc, qui ont signé ce manifeste-là du refus global dans une période où le Québec était vraiment celui qu'on appelle de la grande noirceur, omnubilé par le clergé, sclérosé au niveau politique et bon. Et l'impact que ça a eu, c'est que la liberté était revendiquée partout, y compris dans la famille. La famille était considérée comme une valeur à dépasser, une valeur de droite, si on veut. Donc, les familles ont éclaté pour beaucoup des signataires. Mais comme il n'y avait pas à cette époque-là de garde partagée, de médiation et tout ça, il se trouve que mon père et ma mère sont partis chacun de leur côté faire leur vie d'artiste. Et que nous, on a été, mon frère et moi, dans des familles d'accueil. Et puis après, mon frère a été adopté en Abitibi. Moi, j'ai été recueillie par ma grand-mère et ses filles. Donc, c'est sûr qu'en partant, ça fait une enfance un peu marginalisée. Et probablement que mon intérêt pour les marginaux a originé de ce moment-là, parce que si je regarde le parcours de ma vie, en fait, j'ai fait comme un film sur la déficience mentale au tout début, qui sont déjà des marginaux, marginalisés en tout cas, pas marginaux, mais marginalisés souvent, sur les prisonniers assassins ou autres, qui, avec l'amour en peine, donc encore une fois marginalisés, mais chaque fois en essayant d'aller voir derrière le miroir sur Victor Lévy-Beaulieu, qui est lui-même un marginal dans son grand talent d'écrivain. Et bon, les enfants de refus global voulaient donner la parole aux enfants, justement, des signataires. Ça, c'est un autre documentaire que vous avez réalisé. Oui, ça, c'est un autre documentaire qui probablement ont marqué mon parcours cinématographique. C'est celui dont on a le plus parlé. Je voulais donner la parole à mon frère, qui est schizophrène, donc, puis qu'on connaissait pas, que personne connaissait, le faire entendre, lui donner une vie à travers le cinéma, et donner la parole aux enfants de signataires pour essayer de reconstituer ma propre histoire avec un petit H, mais aussi la grande histoire, parce que je la connaissais pas tant que ça, cette grande histoire-là. Parce que moi, ma pensée, pour moi, c'est des ondes. Puis les ondes, c'est des clameurs qu'on entend là, quand on est allongé, là. Puis on écoute le mur, on écoute le temps, le silence. Puis du mur, on entend des clameurs. Qu'est-ce que vous avez découvert en faisant ce film-là? J'ai découvert beaucoup de choses. J'ai pu reconstituer des pans de ma vie, comment les choses s'étaient passées. J'ai rencontré l'historien François-Marc Gagnon qui m'a amené dans un petit cagibi où il y avait des films qui dataient de Mathusalem, enfin pas tant, mais où j'ai pu voir les correspondances de mon père et de ma mère avec Bordua. Donc, découvrir un pan de l'histoire du Québec que je connaissais trop peu.
je voulais faire en sorte qu'il y ait une grande réconciliation familiale entre parents signataires et enfants. C'est pas tout à fait ça qui s'est produit. Ça a un peu cristallisé ce sur quoi s'était construit tout le monde, qu'on veut pas trop faire bouger pour pas se déstabiliser. Mais ça m'a rapproché de mon père beaucoup. J'avais beaucoup peur qu'en voyant le film, j'avais lu dans le journal que je réglais mes comptes puis que ça allait le tuer et tout, mais je réglais pas du tout mes comptes. Mais on sent quand même dans le film qu'il y a des tensions entre vous et votre père. Oui, et je cherche une vérité et je lui pose des questions que le cinéma me permet de lui poser, mais que la vie, j'aurais jamais osé. Mais moi, ça me fait surtout de la peine pour François, dont la vie est gâchée, tu sais. Et tu voudrais que moi, je gâche ma vie pour lui? J'aurais aimé ça qu'on en prenne assez soin pour que sa vie soit pas gâchée. Ben oui, mais... Et qu'est-ce qu'on peut faire à ce moment-là pour ça? Donc, j'ai posé ces questions-là. Il répond comme il peut, en assumant sa position d'artiste et ses choix de vie. Et quand il a vu le film dans mon salon, j'avais peur, la porte fermée avec lui. Il a beaucoup aimé le film. Il me reconnaissait comme artiste, enfin, comme lui. Et ça n'a pas du tout fait le désastre escompté. Au contraire, ça nous a beaucoup, beaucoup rapprochés. On est encore très proches aujourd'hui. Ça m'a rapproché aussi de mon frère. Et ça a reconstitué la famille ici. Ça n'a pas reconstitué les familles. Est-ce que vous auriez voulu avoir une enfance avec vos parents étant ces artistes qui ont refusé le statu quo, qui voulaient aller ailleurs? J'ai jamais perdu contact avec mon père, même s'il était en France ou à New York ou à Vancouver. Je le voyais au moins une fois par année. Il n'oubliait jamais mes anniversaires et on était quand même... On a toujours eu quand même un lien de proximité. L'amour qu'on a reçu petit, même si j'avais 3 ans quand je suis arrivée chez mes tantes, on continue de le porter. Et ça, je l'ai eu. J'aurais, oui, c'est sûr, probablement préférer avoir une enfance douillette. Il y a moins de choses à régler. Beaucoup d'artistes sont porteurs de blessures et ils s'alimentent et ils alimentent leur art à partir de ça. Et moi, si j'ai fait un cinéma de la marginalité, je travaille très souvent avec des gens qui ont été blessés. Quand je travaille avec des gens de la rue, par hasard, les 10 jeunes avec lesquels je travaillais, 9 d'entre eux n'avaient pas eu de père. Quand je travaille avec les marginalisés, démarginalisés, les Premières Nations, c'est une histoire infiniment blessée. Donc, je croyais qu'en leur donnant une caméra et la possibilité de construire eux-mêmes des images qui iraient vers l'autre, ferait en sorte qu'ils pourraient être eux-mêmes résilients à un moment donné. Est-ce que votre enfance a eu un impact sur la façon dont vous avez élevé vos enfants? Là, c'est clair. Je veux dire, j'ai tout reconstruit. J'ai réparé, j'ai passé mon temps à réparer. Je n'étais pas une mère parfaite parce qu'on porte un peu les séquelles de notre histoire, mais j'ai beaucoup aimé mes enfants. Je les aime encore beaucoup et je suis grand-mère. Je serai 4 fois grand-mère cet hiver. Et je pense que mes enfants sont assez conscients que cet amour et cette préoccupation que je leur ai donnée, j'aurais été incapable de me séparer, moi, par exemple. Ça fait 37 ans que je suis avec le même homme. Pas parce qu'il n'y a pas eu de crise. Je pourrais donner des conférences là-dessus aussi. mais parce que j'étais tellement dans la reconstruction que le noyau devait être douillet, confortable et sûr. Et ça m'aurait démoli parce que de me séparer et de défaire ça, par exemple. Les gens qui peuvent le faire, tant mieux pour eux s'ils ont besoin de le faire. Mais moi, j'aurais pas pu. Alors, j'ai vraiment construit un petit noyau solide et qui fait à son tour des enfants. Et on dit qu'on répare notre histoire de génération en génération. C'est ce que je suis en train de faire. Madame Barbeau, le cinéma, ou du moins les arts, c'est une histoire de famille, hein, chez vous? Vous êtes tous impliqués jusqu'à un certain point. Oui, mais en fait, ma fille a repris les rênes quelque part. Elle est cinéaste, elle est très, très, très impliquée. Non seulement elle fait des enfants, mais elle fait des films, des scénarios, des romans. Dans le moment, elle est en train d'écrire un roman. Et mon mari fait aussi du cinéma. Il est caméraman. C'est lui qui a fait la caméra de la majorité de mes films, comme de certains films d'Anaïs. Bon, mon fils a dit qu'il se démarquait. Et lui, c'est le théâtre. Il étudie en enseignement théâtral. Mais oui, ouais, on est un peu tous tombés dans la même marmite. Est-ce que ça fait des bonnes discussions le soir autour de la table, au souper? Bien, ça fait des discussions plutôt harmonieuses parce que chacun s'intéresse au cinéma, à certaines cinématographies, mais il y a beaucoup d'affinités. Je peux lire des scénarios d'Anaïs comme éventuellement elle peut lire... Mais à un moment donné, j'ai décidé que je me mêlais pas trop de ses affaires pour pas trop tout mêler, là. Mais ça fait pas des discussions, pas comme en politique. C'est beaucoup plus smooth.
Madame Barbeau, ça fait presque une quarantaine d'années que vous faites le métier de cinéaste. En fait, vous êtes réalisatrice, scénariste, productrice. Comment êtes-vous arrivée à faire ce métier-là? Mais moi, a priori, c'est les beaux-arts qui m'intéressaient, mais mon père m'a découragée, qui est peintre. Alors, ben, c'est l'image, de toute façon. Hein. Déjà, à l'université, j'avais Marcel Carrière comme professeur de cinéma. Je pense que c'est là que j'ai eu la piqûre. Mon premier amoureux était monteur, donc j'étais beaucoup dans les salles de montage. Et ça a été comme naturel, surtout le documentaire, parce que j'aime beaucoup la réalité. Je suis vraiment fascinée par des pans du réel, des pans quotidiens du réel. Je trouve qu'il y a beaucoup de poésie, en général, dans le quotidien, pourvu qu'on sache la voir. Et je pense que c'est un peu par cet intérêt-là. Et mon premier emploi, alors que j'étais encore à l'université, il fallait que je vive. Donc, je me suis trouvé un emploi comme recherchiste et scénariste à Télé-Québec, qu'on appelait Radio-Québec à l'époque. Donc, j'ai fait mes premières armes en scénario. J'ai beaucoup aimé ça. Ça marchait très bien. Et après ça, il y a eu le Club des 100 watts, qui était une émission pour enfants, mais le public cible, c'était l'âge de mes enfants, 9-12 ans. Donc, j'écris pendant 8 ans les dramatiques du Club des 100 watts. C'est une vraie école, parce que ça faisait 2 dramatiques par semaine. Ça veut dire qu'il faut les écrire. Et j'allais tester mes textes devant mes enfants réunis dans le salon, qui m'envoyaient refaire mes devoirs parce que telle expression n'était pas juste ou telle situation pas crédible. Donc, puis on a eu beaucoup, beaucoup de prix avec ça, grâce à eux. Donc, ça a été mes premières armes. Mais parallèlement à ça, je réalisais mon premier film à l'Office national du film et j'ai jamais cessé. Les Autochtones, vous n'êtes pas autochtone vous-même, alors d'où vient cet intérêt pour les peuples autochtones? Bien, c'est un peu mystérieux parce qu'on dit que 80 d'entre nous, à Montréal, curieusement, avons du sang autochtone. On ne sait pas trop ce qui est arrivé dans les bois avec nos coureurs, nos ancêtres coureurs de bois. Je sais que National Geographic fait des tests génétiques et je l'ai envoyé récemment. Ah oui? Oui, pour essayer de m'expliquer moi-même pourquoi cet intérêt et tant d'énergie à défendre cette cause-là. Je sais que je suis allée faire un voyage à un moment donné à Mingan en kayak et je suis passée dans une petite communauté autochtone, devant une petite communauté autochtone, et je suis rentrée dans la communauté où il n'y avait pas un blanc, évidemment. Et là, j'ai découvert tellement un monde parallèle que je ne comprenais pas cet isolement-là et cette mise à l'écart comme une planète dans une planète. Et ça m'a beaucoup, beaucoup interpellée en termes de justice sociale, de cohésion sociale. Et je pense que ça a été le dernier déclencheur, finalement, qui m'a amenée à finalement vouloir travailler avec les Premières Nations. Est-ce que ça a été difficile pour vous de rentrer dans l'univers des Autochtones? Bon, il faut dire d'abord que le Wapikoni Mobile a été cofondé avec des Autochtones. Donc, ça lui donnait une crédibilité puis un justificatif au départ. Mais malgré ça, comme la figure dominante, finalement, c'est-à-dire celle qu'on voit le plus, c'est moi. Donc, il a fallu gagner la confiance parce qu'il y avait beaucoup de projets non autochtones qui émergeaient puis qui se décourageaient et qui laissaient tomber. Donc, je pense que la confiance s'est gagnée peu à peu Et c'est une réputation que vous avez maintenant à l'échelle internationale, auprès de l'ONU, auprès de différents organismes. Jusqu'où voulez-vous amener vos roulottes? Bien, c'est sûr que mon rêve, ce serait de développer que se développe une vraie cinématographie des Premières Nations. Il y a, par exemple, Alanis Obomsawin, qui est vraiment une pionnière dans le domaine, une femme admirable, mais une cinématographie, comme on peut parler, par exemple, de la cinématographie japonaise ou iranienne, qui a vraiment une signature particulière. Le cinéma des Premières Nations, actuellement, si on regarde les 700 films qui ont été réalisés dans le cadre du Wapikoni Mobile, ils ont vraiment une signature de profondeur, d'authenticité puis de rythme qui leur est vraiment propre. Dans le moment, on a 8 de nos participants on a un partenariat avec l'UQAM, qui suivent chaque année, après le lancement qui vient d'avoir lieu, une formation en post-production, en montage, en animation. Ils sont là au moment où on se parle. Et Françoise Lavoie-Pilote, qui anime ça, puis qui a beaucoup d'étudiants non autochtones, remarque vraiment qu'il y a une spécificité dans l'écriture et dans la créativité des Premières Nations. Dans quel sens? Bien, une profondeur, un rythme, une approche de la réalité et de la création qui leur est vraiment propre. Alors, j'espérerais vraiment, si on peut rêver, que dans
disant on reconnaisse qu'il y a une vraie cinématographie des Premières Nations qu'on admire et qui a pris naissance au sein du Wapikoni Mobile à la suite de pionnières, là, mais il n'y en a pas tant que ça, des cinéastes autochtones au Québec. Là. Il y en a même très peu. Et puis que ça amène, parce que le but de ça, les films deviennent des ponts vers l'autre pour faire tomber les préjugés. On va dans 100 événements publics par année. Je parlais du Festival de Nouveau Cinéma où on vient de faire notre lancement annuel. Ça a pour but, justement, de faire tomber les préjugés, de faire connaître les Premières Nations. Les jeunes viennent de très, très loin pour présenter leurs films. Après ça, les films commencent un parcours à travers le monde. Mais ces films-là sont autant de ponts, ça devient des ambassadeurs de la culture des Premières Nations et ça rend visible ce peuple qui était trop invisible, pour reprendre le terme de Desjardins. Donc, si on avait contribué à rendre ce peuple-là plus visible, à faire en sorte qu'il développe une force commune avec des Autochtones d'ailleurs et à faire évoluer et leur reconnaissance et le respect et leurs droits, bien, ça serait formidable. Donc, voilà, je pense qu'il y a quelque chose qui est en train d'émerger, qui est fort et puis qui est comme incontournable maintenant. Manon Barbeau, merci beaucoup. Merci. Ou des études. Manon Barbeau connaît très bien le monde du cinéma. Elle est elle-même une cinéaste accomplie, avec des douzaines de productions de télévision et de documentaires à son actif. Un des films qui a marqué sa carrière, Les enfants de Refus Global. Manon est la fille de Marcel Barbeau, un des signataires du Refus Global, ce manifeste d'artistes québécois qui voulaient vivre et créer sans l'emprise de l'Église ni du gouvernement de Maurice Duplessis. Boivin, le chef de Wemotaci, qui est une communauté atikamekw, qui m'avait invité dans sa communauté. Et on m'a présenté Wapikoni. Wapikoni, c'est d'abord une jeune fille. Jeune fille de 20 ans, donc ça veut dire fleur en atikamekw. Et pour des raisons extérieures là, sur lesquelles je ne m'étendrai pas, j'ai laissé tomber ce film sur les rituels de passage. Et j'ai plutôt commencé à travailler avec Wapikoni et une quinzaine d'autres jeunes atikamekw à l'élaboration, à l'écriture d'un long-métrage de fiction qui s'appelait La fin du mépris. Et il est arrivé un événement tragique, Wapikoni. Manon Barbeau, bonjour. Bonjour. Madame Barbeau, j'aimerais que vous nous ameniez dans l'univers Wapikoni, ce projet de studio mobile. Dites-nous dans un premier temps comment ça a vu le jour, ce projet-là. Bien, moi, je suis d'abord cinéaste et je préparais un film sur les rituels de passage de la jeune fille à la femme. J'étais donc allée chez les Apaches, déjà, où est-ce que c'était? C'était près de Santa Fe. Et cette recherche-là m'avait par la suite amenée à Listigouche, dans une communauté Micmac du Québec. Et j'y avais rencontré Marcel. Les communautés autochtones sont souvent vues comme des endroits de désolation, de pauvreté et de violence. Mais elles peuvent également être des lieux d'apprentissage, de création et de réussite. C'est ce que Manon Barbeau a voulu faire avec le Wapikoni Mobile. Des studios de production ambulants à la fine pointe de la technologie. Des studios qui vont à la rencontre de jeunes autochtones chez eux, dans leur communauté. Ici, les jeunes font des vidéos et réalisent des films, des projets qui peuvent servir de tremplin vers une carrière. Donc 20 ans, qui était une jeune fille pleine de projets, une future chef. Sa voiture a été happée par un camion forestier et elle a perdu la vie à 20 ans. Et c'était absolument, évidemment, insupportable et inacceptable. Donc, on n'a pas pu continuer le scénario.
Donc, plutôt que d'écrire un scénario, il n'y avait pas de maison des jeunes encore à l'époque. Donc, j'ai démarré une maison des jeunes, quelque part sur roue, donc un studio mobile, avec tout ce qu'il y avait dedans pour permettre aux jeunes de faire leurs films. Donc, on avait pris une vieille roulotte destinée à aller à la Floride, et puis on l'avait revampée.